chapeau. Hein. Donc, je disais, les honeypots physiques et les honeypots virtuels. Un honeypot physique est une machine réelle sur le réseau avec sa propre adresse IP. Tandis qu'un honeypot virtuel, lui, va être simulé par une autre machine qui va répondre au trafic envoyé au honeypot virtuel. En d'autres termes, il va pouvoir répondre sur plusieurs adresses IP, même si la machine sur laquelle le honeypot est a une seule adresse IP réellement. Les honeypots physiques sont souvent à forte interaction et ils permettent une compromission complète ou totale du système. Ils sont chers à mettre en place et à maintenir. Alors, ils sont chers à mettre en place parce que tout simplement, il faut avoir des copies conformes de ce qu'on a dans le système de production ou au moins se rapprocher à maintenir parce qu'il faut aussi les maintenir. Il faudrait les mettre à jour s'il y a des mises à jour, etc. etc. Alors que les honeypots virtuels, eux, ils vont pouvoir... ils ne sont pas chers, tout simplement parce que c'est virtuel, quoi. Et pour de larges espaces d'adresse IP, on a ce qui n'est pas pratique à déployer sur un honeypot physique pour chaque adresse IP, alors que pour un honeypot virtuel, en fait, il va être mis en place pour un intervalle d'adresse IP ou un espace d'adresse IP qui n'existe pas, donc qui n'existe pas sur notre réseau. Par exemple, si vous avez un réseau du style avec un sous-réseau style 10.10.0.0/16, mais que vous n'utilisez que certaines adresses IP pour les vraies machines qu'il y a dans votre réseau, vous pouvez mettre en place, configurer le honeypot virtuel pour qu'il réponde aux autres adresses IP qui existent dans votre sous-réseau, mais qui ne sont pas utilisées par des machines réelles. Donc, c'est beaucoup plus simple par rapport à ça. Alors que si on avait un honeypot physique, on ne peut pas mettre un honeypot physique pour chaque adresse IP non utilisée dans notre réseau. That's it. Alors, peut-on bypasser un honeypot si l'attaquant se rend compte qu'il est peut-être dedans? Yes and no, depends. Alors, ça va dépendre comment c'est configuré. Si on parle d'un honeypot virtuel, c'est un peu plus compliqué parce que de toutes les façons, c'est une émulation. Il n'y a pas de véritable service derrière. Si on parle d'un honeypot physique, oui, c'est possible selon les configurations mises en place. Donc, c'est pour ça qu'on vous dit que je vous ai dit que je l'ai pas mis. Je l'ai mis dans les inconvénients précédents. Attendez. C'est pour ça qu'on vous dit c'est un risque à prendre. Donc, en fait, si vous arrivez à vous rendre compte que c'est un honeypot, que vous arrivez à compromettre le honeypot, et puis que vous arrivez à qu'il y ait des mauvaises configurations quelque part, ou que vous arriviez à compromettre à partir de ce honeypot que vous avez promis à trouver d'autres vulnérabilités pour bypasser, par exemple, si c'est dans une machine virtuelle, à exploiter les vulnérabilités de la machine virtuelle pour accéder vers le système, ou bien à exploiter. Donc, ça dépend. C'est possible, oui, mais ça reste compliqué. Et ça va dépendre de ce qui est mis en place. Let's continue. Alors, pour la détection... Mais donc, en vrai, un honeypot virtuel est mieux que celui physique dans le sens où il n'y a aucun service réel et donc pas de vulnérabilité, on va dire moins.
est mieux qu'en termes de nombre d'informations collectées, c'est tout. Oui, le physique est beaucoup mieux en termes d'informations collectées, de type d'information. Il est aussi beaucoup plus compliqué à détecter. Il est plus facile pour un attaquant de détecter un honeypot virtuel qu'un honeypot physique. C'est aussi ça. Donc, la qualité des données collectées et la quantité de données collectées va être plus importante dans un honeypot physique que dans un honeypot virtuel. Donc, pour détecter les honeypots, donc quand on est un attaquant, on veut détecter un honeypot. On n'a pas envie d'attaquer un honeypot parce que de toutes les façons, ça ne va nous servir à rien ou ça va être une perte de temps. Donc, on va pouvoir déterminer la présence de honeypot en sondant les services qui tournent sur un système, envoyer certains types de paquets malicieux pour scanner des services comme HTTPS, SMTPS, IMAPS, etc. Et voir si certains ports qui montrent qu'il y a des services qui sont ouverts, qui montrent qu'il y a des services spécifiques, mais qui refusent le handshake, est un autre exemple. Il n'y a pas que ça. Il n'y a pas que ça. Parfois, vous allez voir qu'il y a des ports qui sont ouverts, un ensemble de services, mais qui ne fait pas sens. Des services qui seraient uniquement sur une machine Linux avec des services qui tourneraient normalement sur une machine Windows ou un truc dans le genre. Donc, il y aurait ou bien des services d'un certain type avec des ports ouverts d'un autre type et ainsi de suite. Donc, tout ça, c'est en prenant ces informations ensemble et en les regroupant qu'on arrive à avoir une idée. Donc, en faisant un scan Nmap, par exemple, c'est une possibilité. Mais on a aussi des outils qui permettent de détecter les honeypots, entre autres SendSafe Honeypot Hunter, qui est conçu pour vérifier une liste de proxys HTTPS et SOCKS à la recherche de honeypots. On a aussi Nessus Security Scanner, qui va tester les services en utilisant SSL pour vérifier. On a aussi KeepoDetect. Alors, KeepoDetect, c'est un outil de détection de honeypot aussi, qui détecte spécifiquement Keepo, mais pas seulement. Et on va avoir aussi le Honeyscore sur Shodan. Donc, si vous allez sur shodan.io, et en fait, vous allez sur honeyscore.shodan.io, vous allez avoir, c'est un service qui est offert par Shodan qui va donner un score, qu'ils ont appelé ça Honeyscore, qui va être aller de 0 jusqu'à 1, donc avec 0 étant pour dire que c'est le moins, il y a très peu de probabilité que ce soit un honeypot, et 1, c'est très fort probable que ce soit un honeypot. Où vous lui donnez une adresse IP, et lui, avec cette adresse IP, il va vous rendre une réponse. C'est un honeypot, c'est pas un honeypot, avec un pourcentage finalement, avec un score entre 0 et 1. Alors, pour éviter finalement de se faire, en fait, quelles sont les contre-mesures à l'évasion des IDS, IPS et honeypot? Alors, par rapport au honeypot, ça va prendre 30 secondes, donc je vais vous le dire tout de suite. En fait, il faudrait faire en sorte que déjà vous testiez vos honeypots avec les différents services existants, les différents outils existants, et essayer de diminuer au maximum la signature du honeypot pour pouvoir donc modifier la configuration de vos honeypots pour pouvoir pour être le moins détecté possible, grosso modo.
Pour l'évasion, en fait, les contre-mesures ou les mesures contre l'évasion des IDS, ce serait, on va déjà fermer les ports switch associés à des hôtes d'attaque connus. On va effectuer une analyse en profondeur du trafic réseau ambigu pour toutes les menaces, à la recherche de, en fait, pour toutes les menaces possibles. Utiliser des paquets TCP fins et RST pour terminer les sessions TCP malicieuses. Chercher l'opcode no operation autre que le 0x90, puisque il n'y a pas que l'opcode 0x4, enfin, que l'opcode 0x90 qui veut dire no operation, mais on a aussi le 0x00 et d'autres. Donc, pour se défendre contre les problèmes de shellcode polymorphique, on va aussi former les utilisateurs à identifier des patterns d'attaque et à mettre à jour régulièrement tous les systèmes et appareils réseau. On va aussi déployer un IDS après une analyse détaillée de la topologie réseau, de la nature du trafic et du nombre d'hôtes à surveiller. Donc, on ne déploie pas l'IDS comme ça, mais on doit d'abord faire une étude du réseau, de la nature du trafic et des hôtes qu'on doit surveiller derrière. On va aussi utiliser un normalisateur de trafic pour enlever toute ambiguïté possible du flux de paquets avant même qu'il arrive à l'IDS. Est-ce que vous savez ce que c'est qu'un normalisateur de trafic? No. OK. Donc, un normalisateur de trafic, c'est quoi? C'est un élément qui va vérifier que les paquets sont bien formés. Et donc, les paquets mal formés, où vous avez par exemple un checksum qui est erroné ou des choses dans ce style, vont être supprimés, abandonnés ou bien normalisés. Ça dépend des règles. Donc, pour être, soit on va arranger recalculer le checksum, ou alors on va carrément abandonner le paquet et ainsi de suite. Donc, ce qui va permettre de s'assurer que si le paquet est, une fois sorti du normalisateur, si il va être forcément analysé par l'IDS s'il arrive aussi, et même s'il arrive au niveau de l'autre. Rappelez-vous, quand on avait parlé de problèmes de attaque de style, checksum, etc. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? Quand on avait un checksum qui était erroné, on pouvait avoir un IDS qui va accepter le paquet et l'autre final qui ne va pas accepter le paquet. Et donc, ça va poser un problème au niveau du reste du travail pour l'IDS. Or, en mettant en place un normalisateur de trafic, ce paquet-là, soit selon les règles qu'on va utiliser, selon comment il fonctionne, soit il va être carrément abandonné, droppé, soit il va y avoir un recalcul du checksum pour avoir un checksum qui soit correct, et donc il sera accepté par les deux. Et c'est là où on va avoir finalement quelque chose de plus fluide. En fait, on va éviter certains problèmes, donc certaines techniques d'évasion. S'assurer que l'IDS normalise les paquets fragmentés et permet le réassemblage de ces paquets dans le bon ordre. Renforcer la sécurité de tous les dispositifs de communication comme les routeurs, les switches. En général, on doit renforcer tous les éléments. On est censé faire du hardening de tous nos systèmes. Alors, je ne pense pas qu'on va voir le hardening à quelque moment que ce soit, mais quand on dit hardening, ça veut dire renforcement des systèmes en vue d'avoir une sécurité plus importante. Et donc, si on a des éléments par défaut qui vont rabaisser le niveau de sécurité, on va les modifier. Donc, par rapport à ce dont on va utiliser, etc. Si possible, bloquer les paquets ICMP TTL expired au niveau des interfaces externes et changer la valeur du change TTL à une grande valeur. Alors, ça va permettre d'éviter certains types, styles. Rappelez-vous, on avait parlé d'une des techniques d'évasion où
lorsqu'on avait un TTL, on va modifier le TTL, utiliser un TTL qui est bas pour s'assurer qu'il va arriver à l'IDS, mais qu'il n'arrivera pas à l'hôte de destination, ou des choses dans ce style. On va modifier tout ça. Et puis aussi, en modifiant la valeur du champ TTL, on va permettre d'éviter, comment ça s'appelle, un certain type de fingerprinting de système d'exploitation. Mettre à jour la base de données des signatures antivirus régulièrement et journaliser les informations d'attaque. Donc, toute attaque qui arrive doit être mise dans des journaux, que ce soit l'adresse IP de l'attaquant, l'adresse IP de la victime, le timestamp, etc., etc., pour qu'on puisse les analyser par la suite. Alors, quand on dit l'adresse IP de l'attaquant, n'oubliez pas que ce n'est pas parce qu'on a une adresse IP particulière que c'est vraiment là où l'attaquant était, puisqu'on peut très bien utiliser, généralement les attaquants vont utiliser des proxys chaînés pour pouvoir faire leur attaque, pour se cacher derrière ces proxys chaînés, en fait, pour ne pas être retrouvés. Donc, c'est une chose qu'il faut prendre en considération. Les mesures à prendre contre les techniques d'évasion des pare-feux, ça va être, déjà, on va configurer le pare-feu de telle sorte que les adresses IP des intrus soient filtrées. Configurer les règles de pare-feu pour interdire tout trafic, sauf celui qui est nécessaire pour les services qu'on utilise. Configurer un serveur syslog ou un serveur de log distant et appliquer les mesures strictes pour le protéger d'utilisateurs malicieux. Surveiller les logs des pare-feux de manière régulière et examiner toutes les entrées suspicieuses trouvées. Désactiver par défaut les connexions FTP depuis ouvert le réseau et cataloguer et revoir tout le trafic entrant et sortant autorisé par le pare-feu. Donc ça, c'est une première partie, mais on n'en a pas fini. On doit aussi faire un audit régulier des règles de pare-feu, puisque finalement, je pense que je vais arrêter là. Le prochain lien de